20 ans séparent la première de l'Enseigneur au Festival de Spa et celle de l'École est finie. Dernière création en date de Jean-Pierre Depagne. Il est aujourd'hui l'invité de l'album. Il nous livre sa vision du théâtre qui n'est jamais loin pour lui de l'école. Jean-Pierre Depagne, bonjour. Très heureux de vous accueillir dans l'album. Alors, on est ici dans un lieu emblématique, ici à Spa, le théâtre Jacques Huysmans, qui a connu beaucoup d'émotions, beaucoup d'émoi au fil des éditions du Festival de théâtre. Alors, le Festival de théâtre, pour vous, c'est évidemment important. Et on fête une espèce d'anniversaire cette année, en 2014, il y a 20 ans. C'était la création de l'Enseigneur. Vous nous revenez 20 ans plus tard avec une nouvelle création, c'est L'École est finie. Elle sera présentée au public les 5, 6 et 7 août prochains au Radisson Palace à partir de 19h chaque soir. Alors comment présenter cette création? C'est à nouveau cette passerelle entre vos deux vocations, si on peut dire, celle d'homme de théâtre et celle d'enseignant? Oui, exactement. C'est toute une vie qui passe, en quelque sorte. Après l'Enseigneur, la vie a fait que j'ai développé la thématique en trilogie. Le deuxième volet, c'était Photos de famille, qui raconte l'histoire de la mère d'un des élèves de l'Enseigneur. Puis il y a eu la jeune première, la fille de l'Enseigneur, une jeune qui fait tout à fait autre chose que son père. Et ça, c'était aux alentours des années 2001, si je ne me trompe. Depuis lors, beaucoup d'eau a passé en dessous des ponts, mais l'enseignement n'a pas beaucoup changé, sinon en mal. Et j'ai décidé d'ajouter un 4e volume. C'est l'histoire d'une jeune femme qui, après un parcours scolaire un peu difficile, a décidé, comme tant d'autres, de devenir professeure. Elle va devenir professeure de français. Et nous la voyons quelques semaines avant son diplôme. Dans quelques semaines, elle sera diplômée de l'université, elle sera professeure de français. Et c'est l'occasion pour elle de regarder avec émotion et un peu d'effroi son parcours. D'où vient-elle et où va-t-elle? Elle se pose la question, qu'est-ce que l'école, depuis l'école maternelle jusqu'à l'université, qu'est-ce que l'école m'a appris et qu'est-ce que je vais à mon tour apprendre à mes futurs élèves et plus tard à mes enfants? C'est évidemment une réflexion qui touche tout le monde, parce que tous, qui que nous soyons, à quelque niveau que ce soit, nous faisons des études, des formations, et un jour ou l'autre, nous quittons les études et nous entrons dans la vie professionnelle. Oui. Donc, on se pose la question. C'est la confrontation. Et on se retrouve tout seul. C'est la raison pour laquelle la comédienne, le personnage est seul. Il n'y a qu'une comédienne qui joue. Et elle se pose cette question. La solitude est... Qu'est-ce que l'école m'a appris et qu'est-ce que je vais apprendre? Qu'est-ce que c'est que la réalité du métier? Et c'est évidemment aussi l'occasion de faire une critique de notre enseignement qui n'a pas très bonne presse, mais il n'y a pas que le nôtre. Hein. Dans d'autres pays, c'est un peu pareil. Vous dites justement, l'enseignement n'a pas beaucoup évolué et pas forcément bien. À sa décharge, est-ce qu'il n'est pas le catalyseur de tous les maux de notre société? Bien sûr, c'est un microcosme. L'enseignement est le reflet de la société. Jean Vilar disait « Faites-moi une bonne société, je vous ferai du bon théâtre ». On pourrait dire « Faites-moi une bonne société, je vous ferai une bonne école ». C'est ça. Alors vous, le regard que vous portez sur l'évolution de l'enseignement, c'est un regard comment un peu désabusé, déçu Non. Déçu par rapport à quoi? Oui, ce serait difficile. Oui. Ce serait difficile. Mais un regard, je vais dire, d'un côté objectif, puisque j'ai été prof pendant de nombreuses années. Je n'ai pas fait que ça dans ma vie, mais j'ai quand même beaucoup pratiqué l'enseignement. C'est un regard objectif aussi parce que la réflexion de cette pièce a été nourrie par mes années d'enseignement en haute école, ce qu'on appelait autrefois l'école normale, le Régenda. Donc je peux dire, comme pour l'enseigneur, qu'à peu près tout ce qui se trouve dans la pièce part de faits réels. Voilà, c'est un regard objectif et c'est un cri aussi. Oui, c'est un cri d'alarme
attention, est-ce que notre enseignement aujourd'hui fait de la formation ou du formatage? Et c'est très curieux parce que j'ai terminé l'écriture de la pièce en octobre dernier. Et depuis lors, j'ai beaucoup lu les journaux, regardé la télévision, etc. Oui, et puis période d'élection, on parle d'enseignement, Voilà. il y a beaucoup de promesses. Et il y a des beaucoup de phrases que projets. j'ai écrites qui se retrouvent dans la bouche de directeurs d'entreprise ou de ministres. Je citerai par exemple une phrase de Rudy Demotte, qui devient notre ministre-président, qui disait bien longtemps après l'écriture de ma pièce, il disait « L'école ne doit pas être seulement du formatage ». Alors je dis, ben ça va, ma critique, ma vision de l'enseignement va dans les questions que nous nous posons actuellement. Mais il faut que les actes, après, suivent la vision, évidemment. Mais et ça... que le monde de l'enseignement accepte de se réformer. Ce n'est pas un monde figé, par peur peut-être simplement. Je citerai la deuxième phrase de Rudy Demotte. Dans le même article, il dit « Le monde de l'enseignement est très conservateur ». Voilà. Alors, cette jeune fille, je pointe du doigt cette scène, elle ne sera pas sur cette scène, elle sera quelques centaines de mètres d'ici, mais cette jeune fille, cette jeune enseignante qui va aller dans le métier, si, et vous en avez rencontré régulièrement dans votre carrière, qu'est-ce que vous lui dites, vous, à cette jeune fille qui va sauter le pas, qui va partir dans le monde de l'enseignement? Moi, je lui dis, si tu crois que c'est ce que tu dois faire, fais-le. Et heureusement, j'en ai connu, et elles sont encore là, je dis elles, parce qu'il y a un garçon pour 25 filles qui entreprend ses études. Si tu crois que tu dois faire ce métier, fais-le, mais il faut une fameuse santé physique et morale, parce qu'il est vrai que c'est très, très, très difficile, et les difficultés ne viennent pas seulement des élèves qui seraient difficiles, etc., comme on dit, ils viennent aussi des parents qui n'acceptent plus les efforts qu'on demande aux enfants. Et qui voudraient que vous éduquiez à leur place aussi. Absolument. D'ailleurs, c'était assez amusant. Hier, je regardais les JT. On vient d'annoncer la désignation de Joël Milquet. Alors, sur une des chaînes, je ne sais plus laquelle, sur une des chaînes RTL ou RTBF, on sous-titre ministre de l'Éducation et sur l'autre, ministre de l'Enseignement. Alors, je voudrais bien savoir quel est le titre officiel. Exactement, oui, voilà. oui, tout à fait. Alors, il y a les difficultés comme ça liées aux familles, aux mutations de société, aux nouvelles populations, et il y a aussi les difficultés liées aux institutions. Je ne voudrais pas aujourd'hui être jeune prof qui commence, ni directeur d'école qui croule sous l'administration, bien sûr. On va passer à l'exercice de l'album. On part dans le passé avec cette première photo. C'est un peu la tradition, c'est cette photo de l'enfant belge sur le sable de la mer du Nord. Alors, quel enfant étiez-vous, vous, finalement? J'étais un enfant solitaire. Et je pense que c'est cette solitude qui a déterminé ma future vocation d'auteur dramatique. Ah oui, vous étiez introverti? Oui. Dans l'observation, J'étais enfant unique dans une famille ouvrière à Namur. J'habitais dans une rue où la moyenne d'âge était assez élevée et donc je me retrouvais souvent seul. Et étant seul, je me racontais des histoires. Ah oui, je me racontais des histoires. Et les trois personnes que l'on voit sur la photo, il y a mon père, ma mère n'est pas là puisque c'est elle qui prend la photo. D'accord. Il y a mon père, mon grand-père maternel et ma grand-mère maternelle. Et ce sont trois personnes qui m'ont apporté beaucoup. Mon père par les gènes, j'ai appris plus tard qu'il avait fait partie d'une chorale et qu'il avait fait du théâtre amateur. Mon grand-père, qui était ouvrier, tourneur, qui travaillait le fer et le cuivre, m'a appris l'exigence et la précision. J'adorais travailler avec lui dans son atelier au fond du jardin. Et il m'apprenait à travailler au demi-millimètre, un enfant de 4-5 ans, vous imaginez. Le sens de la précision, de l'excellence. Voilà, l'école de l'excellence. Et ma grand-mère me lisait des livres et me racontait des histoires. Donc la voie était tracée. Ah, c'était quoi les histoires que vous appréciez à l'époque ou que vous vous racontiez à vous-même? Les histoires qu'on me racontait, je me souviens pas de grand-chose. Je me souviens de... Bien sûr, il y avait les classiques comme Babar, et tout ça. Mais je me souviens surtout de la magie
de la voix de ma grand-mère et du bonheur, de la bonté qui se lisait sur son visage quand elle me racontait des histoires. C'était une conteuse. Oui, Ah oui, 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 oui. Et moi, dans mon... J'ai l'impression que vous revivez ces oui, moments-là oui, quand tout vous à en fait. parlez. Je la vois, hein, je la vois Oui, oui, encore. je le sens bien. Et c'est très émouvant de penser à elle. Et moi, ce que je me racontais comme histoire, bah, c'était un peu toutes sortes, ça dépendait du vécu, de ce qui se passait dans la journée. Et ça dépendait aussi d'une chose merveilleuse pour moi, c'était la radio. J'ai découvert le théâtre à la radio. Ah oui. Nous sommes à la fin des années 50, la télévision entre petit à petit dans les foyers, mais nous n'avons pas assez d'argent pour nous payer un téléviseur. En revanche, la radio fonctionne pratiquement toute la journée et plusieurs soirs par semaine, les radios de l'époque diffusent des pièces radiophoniques qu'on appelait les dramatiques. Alors je trouvais ça fascinant parce qu'il n'y avait que la parole, pas d'image, de temps en temps un bruitage, une porte qui claque, des pas sur le gravier. Et donc j'imaginais, et très souvent le lendemain, dans mon jardin, je rejouais, je transformais ces histoires. Votre jardin, justement, on va en parler. Alors, ce petit garçon qui s'invente des personnages, qui se raconte des histoires, il a besoin immédiatement d'une scène. Ouais. Eh bien, cette scène, on la voit ici. Elle est là. C'est la première scène. Exactement. Voilà, donc la maison est ici, il y a une petite cour et puis on monte 3 marches et on accède à un chemin qui mène au jardin, qui est tout petit, c'est un jardin de ville. Et là, dans le fond, on aperçoit l'atelier de mon grand-père. Donc je travaillais avec lui là-bas et ici, c'était ma scène, vous imaginez bien. Et on voit sur cette photo un de mes premiers spectatrices plutôt, c'est une des chattes de l'époque qui s'appelait Poupette, puisque je suis un grand amoureux des chats. Amoureux des chats qui sont aussi de grands introvertis Voilà, et de grands observateurs. Là, on le sait bien. Ouais, ouais. Alors, on va poursuivre la découverte de ces photos. Et vous voici déjà, voilà, là, vous êtes déjà dans le théâtre. Alors, vous êtes adolescent. C'est ça. Donc, j'entre à l'école primaire et je découvre enfin le théâtre en vrai. Alors, excusez du peu, je découvre le théâtre avec Shakespeare, Hamlet. Ah oui. En première primaire, oui. Vous voyez, à la fin de l'année, il y a la distribution des prix et nous, les petits, la veille, on va assister à la répétition générale jouée par les rhétoriciens. Bon. Et là, je suis fasciné. Je me dis, c'est ça le théâtre, mais moi je fais ça depuis longtemps. Je vois qu'ils portent des costumes comme moi, qu'ils construisent les mêmes épées de bois que moi. Et nous sommes dans une école de garçons, donc à l'entracte, je vois la belle blonde Ophélie qui fait pipi debout dans les urinoirs des garçons. Et j'ai compris le théâtre en une représentation. Okay. Voilà. C'était magique. Donc avant, je ne connaissais pas le mot, je ne savais pas ce que ça voulait dire, théâtre. Je l'ai découvert là, avec Shakespeare. Et puis, plus tard, la photo que nous avons là, c'est en 66, je suis en 5e latine. J'ai la chance d'avoir un professeur de latin et de grec qui est fou, qui nous fait faire plein de choses. On ira au bout du monde pour le suivre. Il nous fait découvrir le monde, il nous ouvre Delphes, hein, et il nous fait jouer une pièce latine, le Charançon de Plaute. Et bien sûr, il faut une fille dans une école de garçons pour jouer Planésie. Et le sort tombe sur moi, parce que c'est moi là, hein, je ne suis pas le garçon. D'accord. Alors, comment passe-t-on de cet enfant qui est timide, qui est refermé sur lui-même, un peu introverti, qui ne va pas trop vers les autres, à ce jeune adolescent qui monte les marches et puis qui est sur la scène et puis qui va à la rencontre du public? C'est pourtant la même personne. Non. L'enfant n'est plus lui. Quand je joue, je ne suis plus moi. Et je pense que Flaubert a très bien résumé la situation de l'écrivain, mais on peut dire du comédien aussi. Il dit « Quelle chose délicieuse que l'écriture de ne plus être soi ». D'accord. « Je est un autre » à ce moment-là. C'est ça, « Je est un autre », absolument. Alors, ouais, on va poursuivre ici. Alors là, nous sommes quelques années plus tard. Un tout petit peu plus tard, oui. Un tout petit peu plus tard. Et Théâtre National. Théâtre National. Le Théâtre National organisait des semaines de fêtes sous chapiteau, avec les roulottes dans lesquelles partaient les comédiens, etc.
Et pour moi, c'est un grand moment, toujours. C'est le vrai moment de théâtre où le public populaire se rassemble avec l'ouvrier, le boulanger, l'avocat, et on joue sous chapiteau. C'est le théâtre de Jacques Huysmans, un grand monsieur. Un grand monsieur que j'ai bien connu, que j'ai côtoyé, qui m'a beaucoup encouragé. C'est la raison pour laquelle j'ai souhaité que cette émission se passe dans le petit théâtre Pour Jacques Huysmans. Ah oui. C'était un monsieur qui Enfin, c'est le théâtre national de Jacques Huysmans qui m'a fait découvrir dans mon adolescence tous les répertoires de théâtre. Le théâtre français, mais aussi le théâtre anglais, américain, italien, avec Dario Fo, le théâtre scandinave, le théâtre allemand et des auteurs belges. Et en plus, Jacques Huysmans était très ouvert aux jeunes. Je me souviens, avec un ami, nous avons écrit une petite pièce à destination scolaire. Il fallait un producteur. Ça allait frapper chez Jacques Huysmans et il a produit le spectacle. D'accord. Le National a produit une animation scolaire avec 2 comédiens, un homme et une femme. Et la comédienne, c'était Cécile Vansnick, qu'on va retrouver plus tard au Festival de Spa et à la mise en scène de ma pièce. De la pièce ici. Ouais. Alors, autre passion, c'est la musique. Autre passion, c'est la musique. Pourquoi et comment, je ne sais pas. Mais je sais quand j'ai voulu apprendre la musique. Donc, comme je vous disais, j'habitais à Namur et il y avait à Namur une école d'accordéonistes. Donc, toute une série de jeunes qui donnaient des concerts l'été. Mes parents allaient au parc écouter les concerts. J'ai entendu ça, j'ai dit, je veux apprendre ça. J'ai donc appris l'accordéon pendant pas mal d'années. Et quand je suis arrivé au collège, un professeur de musique m'a dit « Mais ça ne t'intéresse pas d'aller vers d'autres musiques aussi ?» Pas supprimer l'un, mais aller vers d'autres choses. Et il m'a fait découvrir la musique baroque avec Jean-Sébastien Bach. Et il m'a fait découvrir un instrument que peu de gens connaissent, qui est le clavicorde. Voilà, c'est ce petit instrument. Le clavicorde a une origine moyenâgeuse déjà. C'est vraiment l'ancêtre du piano. La corde est frappée. Parent du clavecin Oui. Sauf qu'au clavecin, la corde est pincée. D'accord. Okay. Au clavicorde, elle est frappée, donc on peut vraiment agir et faire des nuances. C'est un instrument très intimiste. Le volume sonore est très très faible. Mais c'est un instrument très, très difficile, un peu comme la voix humaine. Voilà. Donc, j'étais encore une fois fasciné par le son, comme le théâtre à la radio. Oui. Et tout de suite après, mon professeur m'a dit et l'orgue. Alors, vous voyez, sur la même page, on a l'instrument le plus intime et l'instrument le plus volumineux. Ici, j'ai peut-être 15 ans, quelque chose comme ça, sur le grand orgue du temple protestant de Bonn. J'adore l'orgue parce que c'est un peu comme une écriture et un personnage de théâtre. Il y a plusieurs claviers, des sonorités différentes. Donc, on peut raconter des histoires avec des timbres très variés. L'orgue, si vous voulez, c'est aussi « je est un autre ». Il y a un instrument, mais plein de personnages à jouer. D'accord. On raconte des histoires. Ah oui. Entre ce monde du théâtre et ce monde de la musique, il y a aussi, et vous venez de l'exprimer d'une certaine manière, des liens, des interférences. Ça se passe comment pour vous? Ce sont deux passions qui s'exercent séparément ou parfois il y a des rencontres, des superpositions? Quand je suis adolescent, ce sont 2 mondes différents parce que la musique, je la pratique. Le théâtre, je vais le voir. Oui. J'en fais à l'école, je fais du théâtre amateur, etc. Mais on ne peut pas dire que je m'astreins à une discipline théâtrale. Bon. Je lis énormément de théâtre. Le peu d'argent de poche que j'ai, je le réserve pour m'abonner à l'Avant-Scène, une revue théâtrale. Donc je lis énormément de pièces. Comme je viens de déménager il n'y a pas tellement longtemps, j'ai compté approximativement que j'en ai 25 000 à la maison. Donc j'ai lu énormément de pièces. J'adore lire le théâtre
Mais je ne m'investis pas encore. Et en même temps, tout ce répertoire me fait un peu peur. J'ai envie d'écrire. Je me dis, mais j'y arriverai pas. Quand je vois ce que les autres ont fait, comment pourrais-je encore ajouter quelque chose qui soit intéressant? Voilà. Plus tard, lorsque je vais commencer à écrire, oui, inconsciemment, ma phrase va être musicale. Je travaille beaucoup la phrase pour qu'elle tombe dans la bouche du comédien et pour que les sonorités soient percutantes. D'accord. Ouais. Alors on poursuit avec des rencontres, évidemment. Ah oui. Des personnages et des personnalités. Alors, commençons par cette photo. Un habitué aussi du festival de Spa. Ben oui, là, enfin, je demande pardon à tous ceux qui ne sont pas dans l'album, parce qu'il y a beaucoup de rencontres. Et oui, là, il y a ce fameux succès spadois de l'enseigneur avec Alexandre von Sievers, qui devait jouer la pièce 4 fois, et puis finalement, il l'a joué 400 fois, je pense. Et je tenais à cette photo parce que le succès de la pièce et finalement de ma carrière, entre guillemets, théâtrale, doit beaucoup à Alexandre qui a fait de ce personnage un rôle magnifique. Bon. Et puis, voilà, la pièce a été traduite dans une quinzaine de langues. Il y a même eu une réécriture un peu différente pour Jean-Pierre à Paris sous le titre Prof. Et depuis lors, elle est jouée dans des pays aussi différents que la Bulgarie, la Lettonie, le Brésil ou la Californie. D'accord. Bon. Et ici, la photo du dessous, voilà, ce comédien, c'est un comédien roumain, Răzvan Vasilescu, qui fait aussi beaucoup de cinéma. Et il a joué donc le rôle de l'enseigneur en Roumanie. Et la photo qu'on voit ici, c'est lors de son passage à Bruxelles, devant une vraie bière belge, évidemment. Quand un auteur voit justement son œuvre partir comme ça d'elle-même dans le monde, je dirais vivre sa propre vie d'une certaine manière, vous vivez ça personnellement comment? J'imagine un grand bonheur, mais c'est aussi parfois certainement générateur de grandes surprises ou de rencontres inattendues. Oui. J'ai eu beaucoup de chance dans ma carrière, à part l'une ou l'autre fois, parce que rien n'est parfait, à part l'une ou l'autre fois, les comédiens qui ont joué ma pièce et les metteurs en scène qui les ont guidés étaient des gens remarquables. Donc ils travaillaient énormément et même à l'étranger, ils me contactaient parfois pour une question d'interprétation, de traduction, d'équivalence. Bon. Donc le travail préparatoire est bien fait et j'ai toujours eu de merveilleuses surprises, mais vraiment très 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 bien. Ouais. D'un autre côté, quand on écrit du théâtre, ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu. J'entends mon personnage de telle manière, parce que moi je ne les vois pas, je suis un homme de radio, j'entends les voix des personnages, je ne vois pas leur visage, j'entends les voix. Je l'entends de telle manière, et puis sur scène je découvre autre chose. Mais si le travail d'approche du personnage a été bien fait, c'est toujours cohérent. La structure reste la même, le tronc reste le même, et c'est le feuillage qui change. Et c'est ça qui est intéressant. Et vous touchez à l'universel. Voilà. C'est ça. Voilà. Ça c'est quand même une vocation du théâtre. Oui, c'est oui, de se dire que vous touchez les préoccupations d'un jeune enseignant brésilien ou roumain, et vous pouvez voir si les choses se passent de la même manière. C'est ça. C'est amusant parce que vous parlez d'universalité. Quand Alexandre a créé la pièce, bien sûr, on a essayé d'en parler aux Français et les Français n'en ont pas voulu. Mais non, ça c'est une histoire belge. Chez nous, l'enseignement est parfait, etc. Ça n'intéressera que la Belgique. Bon. Conclusion, je ne vais pas plus loin. Alors, on continue dans les rencontres. Là, on est en Turquie. Là, c'est la dernière création en avril dernier. Ça se passe à Istanbul. C'est une photo de répétition, évidemment, puisque je suis dessus, donc je ne joue pas. C'est
Osman Senemolu qui joue cette pièce traduite en turc dans une très très belle scénographie avec ce décor fait de cordes qui représente à la fois la prison, l'enfermement de l'enseignement, mais en même temps la liberté, parce que la corde, ça balance, on peut passer entre les cordes. Hein, ouais. Ouais. C'est très très beau ça. Et je tenais à mettre cette photo parce que ce Turc s'est vraiment battu pour faire jouer la pièce, dans un pays où la situation politique est très complexe. Très complexe. Et notamment, quand je suis allé à Istanbul, on venait de fermer l'Opéra d'Istanbul 15 jours avant. Et les représentations de l'enseigneur n'ont pas lieu dans des théâtres officiels, mais dans des circuits parallèles. Ah oui. Ah oui. Alors ici. Bon, alors ici... L'homme de théâtre et l'enseignant. Oui, c'est comme vous disiez tout à l'heure, c'est vraiment la deuxième partie de la vie. Il y a le théâtre et il y a l'école, l'enseignement. Là aussi, je suis tombé dedans, je crois, quand j'étais petit, parce que l'école m'a apporté énormément de choses. J'ai eu quelques bons instituteurs primaires et puis de très bons profs en humanité. Voilà. Pour moi, très très vite, je me suis dit, j'aime la littérature, j'aime la langue française, donc je vais me faire prof de français, ce que j'ai été une grande partie de ma vie. Donc l'école, je suis tombé dedans. J'ai toujours voulu faire ça. Et au fil du temps, je me suis rendu compte aussi que notre enseignement du français est essentiellement basé sur l'écrit. On écrit la langue. Or, tout le monde sait que l'enfant commence par parler. Donc, quand je suis arrivé comme professeur en haute école, j'ai développé un cours que j'ai appelé « Expression dramatique appliquée à l'enseignement ». Donc, on fait un travail théâtral, non pas pour devenir comédien, bien évidemment, je ne le suis pas, je n'aurais pas la prétention d'enseigner ça, mais un travail pour libérer le corps, le geste, la parole, et on travaille n'importe quel sujet de grammaire à partir du jeu théâtral. Ah oui. Voilà un exemple ici, ce sont des étudiants, et il va de soi que le prof doit aussi participer. Donc ils sont, j'imagine, beaucoup plus impliqués. Ah oui, on ne peut pas faire autrement, oui, voilà. Parce qu'on ne peut pas tricher. On ne peut pas dormir. Voilà, on ne peut pas dormir. Pas plus le prof dans le fond de la salle, il ne peut pas corriger ses dissertations. Non, on est dedans, et moi là, il m'était tombé le personnage de Salvador Dali. Et là alors Et alors là, c'est vraiment à l'opposé, maintenant que je suis retraité de l'enseignement, je continue à faire des animations dans les écoles, etc. Et ici, je suis chez des tout petits, ça va de 5 à 9 ans, c'est lors d'un stage dans un jardin partagé à Jambes, près de Namur, l'an dernier, et on a fait un travail d'expression sur les saisons, donc en partant de rien, avec des enfants qui ne savent pas encore écrire, rien du tout. On est parti de l'oral, et vous voyez, vraiment, le théâtre permet de laisser place à l'imagination, c'est le vent avec les branches et tout. Alors, peut-être pas ces plus petits, mais chez ces jeunes adolescents, vous décelez d'éventuels futurs talents quand vous travaillez avec eux comme ça? Il y en a dont vous vous dites oui. Il faut qu'ils aillent plus loin. Je m'interdis. Je m'interdis parce que le but n'est pas de découvrir un talent théâtral. Mais si le professeur de musique ne vous avait pas dit à un moment donné, allez, tu n'as pas envie d'aller un peu plus loin. Dans ce sens-là, oui, tout à fait d'accord, oui. Mais quand ils arrivent à ce stade-là, nous sommes en troisième et dernière année, leur chemin est décidé. Bon, ils veulent aller dans l'enseignement, donc je vais plutôt accentuer le côté prof-comédien. Ok. Vous voyez? D'accord, oui. C'est l'art dramatique au service de leur métier. C'est ça, vraiment au service. Je pense qu'on arrive je l'imagine, on arrive à la fin des photos, mais il reste encore une chose, un passage, une étape. C'est le livre que vous prendriez avec vous si d'aventure vous échouiez sur une île déserte. Alors ce serait quoi, vous, comme livre? Bon, écoutez, il est là d'ailleurs. Prendre un livre qu'on a déjà lu, sûrement pas, et d'autre part, je me dis, moi qui me suis raconté des histoires depuis que je suis tout petit, j'espère que sur une île déserte, je serai encore capable de m'en raconter. Donc j'ai décidé de prendre un livre sans paroles, sans mots, à savoir une partition de musique.
une partition de musique, c'est Jean-Sébastien Bach, l'art de la fugue. Oui. Et pourquoi précisément l'art de la fugue? Alors pourquoi? Parce que c'est une œuvre monumentale. Une fugue, pour ceux qui ne savent pas bien, c'est un peu comme quand on chante Frère Jacques, Frère Jacques, Frère Jacques. Donc on reprend ainsi en canon, mais c'est nettement plus élaboré. Il y a une vingtaine de fugues sur un thème très simple. Et à partir de là, Bach va faire toute une série de variations. Alors j'ai choisi cette œuvre-ci parce qu'elle a une particularité, elle est inachevée. Et la légende veut, on ne va pas entrer dans les détails, que Bach serait mort avant de pouvoir terminer l'art de la fugue. Mais cette œuvre inachevée est pour moi symbolique. Symbolique parce que Bach, c'est le génie de la musique qui a synthétisé tout ce qu'il y avait avant lui et qui va donner l'impulsion à tout ce qui va suivre. Et là, il laisse une œuvre inachevée en disant « Mon ego, sûrement pas, je vous ai montré plein de variations, tout ce qu'on peut faire à vous. » Et il termine « Eh bien, continuez. Et je pense que sur mon île déserte, je pourrais lire ça et toujours redécouvrir de nouvelles variations et peut-être, à mon tour, comme d'autres l'ont fait, continuer la dernière phrase de Bach. Donc Bach, d'une certaine manière, est un enseigneur? Ah, mais bien sûr, et un merveilleux enseigneur parce qu'il n'a pas écrit de livre théorique. Quand il n'écrit pas des solfèges ou des trucs comme ça, quand il a envie que son fils apprenne des sonates, à bien manier les trois claviers, les deux mains pédaliers à l'orgue, il écrit les sonates en trio. Et ce sont des œuvres monumentales, ce sont des œuvres qui chantent, ce sont des œuvres qui dansent. Il n'y a pas de théorie. Bach, les élucubrations, ce n'est pas pour lui et ce n'est pas pour moi. Le théâtre, comme la musique, ça se pratique sur l'instrument ou sur le plateau. Merci à vous d'avoir partagé vos passions, parce qu'il y en a beaucoup, et vous en parlez avec fougue et avec beaucoup de vivacité, autant pour l'une que l'autre. J'étais ravi de vous rencontrer. Alors, je rappelle évidemment ce rendez-vous, 5, 6 et c'est tout prochain, dans quelques jours, donc avec l'école est finie. Ainsi qu'une rencontre. Une rencontre avec le public. Le festival m'a proposé une rencontre avec le public et ça, je trouve, c'est passionnant. Ah oui, c'est aussi un échange, une forme d'échange. Oui. Donc, on le note aussi au passage. Donc, l'école est finie, mais le festival, le théâtre, cette année commence. Et donc, je vous invite évidemment à y participer. Merci à vous. On referme cet album. Et puis, nous, on se retrouve dans quelques jours avec un nouvel invité. Bonne soirée à toutes et à tous. À très bientôt. Merci à vous.